Dimanche 14 avril 2019, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Nous recevons Mokhtar Sow, chercheur spécialiste en évaluation de politique publique, et Ibrahim Sen, directeur du WARC, Centre Ouest Africain pour la Recherche. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Ousmane Sen, excusez-moi, Ousmane Sen. Oui, vous le savez, depuis quelques jours, un nouveau mot semble avoir être introduit dans le lexique des Sénégalais, c'est le fast-track. Le président Macky Sall a parlé de fast-track. Le fast-track, pour comprendre, c'est une notion qui a été engagée par la Banque mondiale. Cette notion de fast-track, c'est des réformes pour la rationalisation et la formation de services administratifs. Le fast-track est aussi appelé méthode pour les résultats rapides ou encore initiative à résultats rapides. Mokhtar Sow, vous êtes spécialiste des politiques publiques. Vous l'avez entendu ce mot fast-track. Pour vous, en tant qu'évaluateur, qu'est-ce que ce mot signifie ici au Sénégal? Oui, merci Alassane. Et je voudrais tout d'abord signifier que du point de vue de l'évaluation des politiques publiques, cette notion qui aujourd'hui est un anglicisme qui est repris dans le cadre du contexte du développement, fait référence à la performance. La performance dans l'exécution des politiques publiques. Évidemment, même si la notion finalement est exotique, cela renvoie à une réalité qui est recherchée depuis longtemps dans la mise en œuvre des politiques publiques dans nos pays et particulièrement au Sénégal. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. La tentative de réforme de l'État pour plus d'efficacité, donc pour plus de résultats dans l'exécution de l'action publique, mais également pour plus d'efficience. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de mettre en place des politiques qui sont susceptibles de donner les résultats escomptés, mais de donner les bons résultats en termes de qualité, de donner des résultats dans un temps suffisamment rationnel, c'est-à-dire respecter des délais dans l'exécution de l'action publique, mais également de respecter le principe d'économie dans l'exécution de l'action publique. Ce sont donc là les différents aspects qui recouvrent particulièrement cette notion de performance qui est au cœur de la nouvelle gestion publique. Et donc, aller vers des initiatives comme celle-là qui sont annoncées, évidemment on a l'effet d'annonce avec un président de la République aujourd'hui qui met en avant cette dynamique-là, mais cela implique des changements importants dans les façons de faire, dans les façons de travailler, mais également dans les modalités du contrôle du travail. Parce qu'il faudra évidemment opposer une logique d'efficacité et donc d'avoir des résultats rapides, mais dont je me méfie un petit peu, permettez-moi. Et de l'autre côté, comment dirais-je, une logique d'efficience. Il faut, oui, faire des résultats, mais il faut faire des résultats dans de bonnes conditions. Justement, beaucoup se posent des questions par rapport à cette notion de fast-track qu'on semble exhumer aujourd'hui à la face des Sénégalais pour montrer qu'on va aller très vite dans le travail. Mais certains disent qu'il y a eu quand même dans les années 80 les plans d'ajustement structurel entre autres qui ont été imposés par la Banque mondiale et FMI, c'était qu'il y ait plus d'efficacité de l'administration. Il n'y a pas eu de bilan par rapport à ces plans. Qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus? Qu'est-ce qui a avancé dans la façon de travailler? Est-ce que réellement l'administration a été réformée? Avant d'aller faire des fast-track, il faudrait quand même qu'on fasse le point. Mais je pense que la réponse est dans votre question, Alassane. C'est-à-dire que, en toute évidence, il y a un travail d'évaluation systématique de nos modalités d'intervention dans l'action publique qui n'est pas de mise dans notre pays. De toute évidence, les processus d'institutionnalisation de l'évaluation de l'action publique ne sont pas achevés. On est dans des logiques politiques. Quand on parle d'institutionnalisation de l'évaluation de politique publique, au lieu d'instaurer une pratique de l'évaluation, ce qu'on fait, c'est évidemment donner de nouvelles compétences en évaluation de politique publique à un Parlement, à une Assemblée nationale qui n'en a pas les capacités au plan technique et au plan institutionnel. Les dispositifs comme la Cour des comptes qui ont un rôle important à faire en matière d'évaluation de la performance n'ont pas encore les compétences techniques nécessaires et encore moins les ressources humaines pour pouvoir porter cet ambitieux travail. Ça veut dire qu'il y a l'effet d'annonce, mais il n'y a pas une véritable volonté politique. Soyons sérieux, il faut à un certain moment s'arrêter et dire que les conditions de la performance, c'est des ressources humaines de qualité, des dispositifs qui mettent en avant la logique de contrôle, de redevabilité, de transparence et d'efficacité.
et évidemment derrière des pouvoirs publics qui prennent cela comme étant une culture de travail. Et de mon point de vue, ce sont 3 choses qui manquent. N'est-ce pas? Et donc, pour moi, je me méfie particulièrement des concepts importés. Je pense que il y a des dynamiques socio-institutionnelles endogènes, une culture à construire, des méthodes de travail qui sont en cohérence avec nos contraintes, avec nos défis, et qui doivent être conceptualisées pour développer de nouvelles approches. Et ces approches-là, évidemment, au Sénégal, il y a eu un travail qui a été fait en matière de réforme de l'État, de modernisation de l'action publique, mais qui sont des réformes qui n'ont jamais été abouties. Et c'est pourquoi on est obligé d'aller chercher dans le lexique des experts de la Banque mondiale, ou d'ailleurs, des notions de ce type-là, qui en l'occurrence n'ont rien pour moi, de mon point de vue, qui n'apporte rien de véritablement nouveau sous le soleil. Oui. Ousmane Sène, fast track dont on parle, c'est un mot anglo-saxon. Est-ce que vous avez l'impression que le fast track dont on parle au Sénégal est adapté à nos réalités culturelles et sociales? Oui, permettez-moi d'abord, Alassane, de vous féliciter. C'est la première fois que je viens dans vos locaux. Merci. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les locaux sont très propres. Merci. Vous avez fait un fast track de ce point de vue-là. Merci. Je voudrais aussi en profiter pour faire mes condoléances à notre ami Ndiaye de Sen-TV. Voilà, Omar Seyni Ndiaye, qui a vraiment fait un excellent travail dans le domaine des médias, et dire la bienvenue et bonjour à mon ami Ndiaye assis à côté. Oui, mais ce n'est pas tellement le fait que ce soit une expression empruntée à une autre langue. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce qu'on a besoin d'aller à une allure beaucoup plus rapide que celle à laquelle nous allons actuellement? Vérifiez vous-même, allez dans un bureau n'importe lequel de l'administration, ce qu'on vous dira c'est c'est ça, un. Ou bien alors, on vous dit, oui, ñëwal suba. Alors cette procrastination reportée au lendemain, ce qui peut se faire aujourd'hui, vous allez tous reconnaître que c'est la caractéristique de notre pays. Rien n'est prêt à temps. On reporte. Mais avec ça, vous avez aussi 2 expressions françaises qui nous caractérisent: les lourdeurs, les lenteurs administratives. De toutes ces expressions, il n'y en a aucune qui vous soit étrangère. Vous les entendez tous les jours. Dans ces conditions, le besoin d'aller un peu plus vite et de manière plus efficace s'impose. Que ça s'appelle fast track, que ça s'appelle autrement, moi, ce n'est pas tellement le fait que ce soit un modèle qui nous vient de l'extérieur. Ce que je dis, c'est un modèle dont on a besoin pour avancer au rythme auquel on devrait avancer. Mais cela passe par la réforme de l'administration. Au Sénégal, on a connu même un ministère de la modernisation de l'État et de l'administration. Oui. Après Abdoulaye Matar Diop, je pense, a eu à diriger ce ministère. Pour quel résultat? Mais bien avant ça, vous avez quelque chose que le président Léopold Sédar Senghor avait créé. Le bureau organisation et méthode. Il l'a dit, organisation et méthode. Le président Senghor travaillait avec méthode. Venez à un conseil de cabinet 1 minute en retard, il vous renvoie. Il allait dans les préfectures et autres, au milieu d'une réunion. Il demandait au préfet qu'il avait un petit besoin, il voulait sortir. C'était pour vérifier si les toilettes étaient propres et en bon état. Mais ce genre de réflexe-là, est-ce qu'on les a? Prenez, qu'on vous donne un projet de 1 milliard, Alassane Samba Diop, on vous le donne. Vous construisez votre bâtiment. Donnez à ce bâtiment 2 ou 3 mois. Quand vous venez, vous ne pouvez pas utiliser les toilettes. C'est quoi ça? Et je dis, il faut que tous les Sénégalais se sentent responsables par rapport à ces phénomènes. Il est vrai que l'État doit montrer le chemin. Il est vrai que les gouvernants doivent montrer le chemin. Mais moi, je m'excuse de le dire, je n'attendrai pas que le président Macky Sall me montre le chemin. Je sais ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour le service dans lequel je suis. Je prends mes responsabilités. Parce que aussi le discours que l'on entend au Sénégal, c'est toujours ça. Établi. Mais quand est-ce que les Sénégalais vont se responsabiliser eux-mêmes par rapport à ce qu'ils doivent faire? Regardez-le dans votre propre quartier. Je nettoie chez moi et les poubelles, je les jette devant votre porte. Ne me dites pas que c'est étranger à la société sénégalaise. C'est ce que l'on fait tous les jours. Il faudrait que les gens sachent se regarder dans le miroir
et faire leur propre autocritique par rapport à des choses qui sont en train de nous détruire lentement. Mais que l'État montre l'exemple, soit que l'État aussi puisse réprimer quand il le faut, soit, mais il faudrait qu'on fasse un sursaut personnel. Je crois que Fast Track, quelle que soit l'origine, de toute façon, la Banque mondiale emprunte les expressions de l'administration américaine, c'est connu. Même leur contrôle et tout ça, c'est exactement le même système que le système américain. D'ailleurs, je me rends compte que le président lui-même a besoin du fast track parce qu'il ne lui reste que 5 ans par rapport au projet qu'il veut mener. Donc, fast track est bienvenu si vous voulez. Oui, mais pour un pays comme le Sénégal, qui était quand même dans la même lignée que la Corée du Sud en 1978, entre autres, qui sont partis pratiquement avec le même PIB, qu'aujourd'hui, ces pays soient dans une situation aujourd'hui de pratiquement nous vendre des téléviseurs, des téléphones portables, entre autres, et que le Sénégal soit dans cette situation-là aujourd'hui. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas échec, même si Senghor avait mis en place le bureau, organisation, méthode, le résultat, c'est quoi? Le sous-développement, aujourd'hui, la pauvreté. Oui, mais... Oui, merci Alassane. Moi, je reviens sur un élément important. Moi, je ne suis pas très, comment dirais-je, porté vers... comment dirais-je, pour refaire l'histoire de notre administration. On sait comment est-ce que le président Senghor et puis les présidents après lui se sont comportés par rapport à cette question complexe de la réforme de l'administration. On sait également que, comment dirais-je, la discipline dans l'administration, dans le travail, donc que ce soit dans le public ou dans le privé, constitue un défi important dans notre pays. Mais cela, évidemment, ne fait que traduire une, comment dirais-je, une tendance globale de la société à, comment dirais-je, à faire le moins d'efforts possible. Le problème de la propreté n'en est qu'une conséquence. Dans le fond, ce qui se passe, c'est un déficit de capacité endogène à penser que nous pouvons changer, transformer notre quotidien dans le sens des objectifs qui doivent être les nôtres. Mais évidemment, on suppose que nous avons tous des objectifs de développement. On suppose que nos administrations sont portées vers des logiques de performance. Mais tout ça, ce sont, de mon point de vue, des a priori positifs que nous avons. Quand on interroge la réalité, il n'y a rien de moins évident que cela. On suppose que les pouvoirs publics ont vocation aujourd'hui à régler les questions que les populations se posent. Mais quand on y regarde de très près, vu les décisions qui sont prises, vu les conditions dans lesquelles l'action publique est mise en œuvre, il y a de quoi s'interroger sur la vocation réelle de l'État et des collectivités publiques dans la prise en charge des questions qui préoccupent les Sénégalais. Nous sommes davantage portés, parce que on a beau dire que oui, il y a, comment dirais-je, il faudrait travailler autrement, mais il faut créer les conditions pour qu'on travaille autrement. Il ne s'agit pas de le dire. Il faut que l'administration elle-même soit un modèle susceptible d'impulser une nouvelle dynamique, respectueuse d'un certain nombre de règles, et qui ait une garantie, qui ait des sanctions positives et négatives quand ces règles-là ne sont pas respectées. Mais pourquoi aujourd'hui cette administration a du mal à être un modèle? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi les séminaires, on en fait en longueur de mois ou bien d'années dans ce pays? On réfléchit sur tout et c'est dans les tiroirs, il n'y a pas d'action. Pourquoi l'action a du mal à se mettre en branle dans ce pays? Effective, une action effective, pas seulement sur des paroles. Deux choses. Oui. La première, c'est la qualité de la réflexion, les modalités de la réflexion et la pédagogie du changement. La deuxième, c'est la volonté, ce que j'appelle la volonté du leader, la volonté politique. C'est ce que je tentais de dire tout à l'heure. On nous laisse croire que les dirigeants de ce pays-là, depuis qu'ils sont là, ont à cœur de réformer l'administration. Je dis ceci, que quand on regarde cela de près, il n'y a rien de moins évident. C'est une fausse évidence. On pense que les autorités publiques veulent réformer l'administration. Mais les actes qui sont posés ne se font pas toujours dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que les modes de recrutement, de sélection, de management, d'encadrement et de sanction des ressources humaines de l'État
ne sont pas en faveur de cette transformation qui est recherchée. Quand on recrute des gens sur la base d'une appartenance politique, quand on recrute des gens, je suis désolé, sur la base de profils postes qui ne sont pas adaptés par rapport... De la parenté. Comment dirais-je, voilà. Il est évident qu'on ne peut pas en attendre que la performance soit optimale. Quand comment dirais-je, quelqu'un fait un travail dans des conditions qui sont particulièrement difficiles, où les ressources techniques et matérielles et les ressources financières ne sont pas au rendez-vous pour pouvoir exécuter sa tâche et accomplir sa mission, il est difficile derrière de venir lui reprocher le déficit de performance. Et pour moi, ce sont là les préalables du changement. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, créer les conditions de, comment dirais-je, pour accomplir la mission, et de l'autre côté, derrière, créer les conditions d'une gestion des ressources humaines au sein de l'administration publique. Parce que toute la réforme de l'État, finalement, est structurée autour de deux choses. La gestion des ressources humaines, d'une part, et l'introduction des ressources numériques. Donc, toute la question de la dématérialisation, l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans les modes de management de l'action publique et dans la, la mise en place du service public. Pour un service public de qualité, susceptible d'être à la hauteur, et en l'occurrence, quand on parle en ce moment-là de fast track, on fait référence à quelque chose de tout à fait rationalisable, de quelque chose sur quoi on peut poser, qu'on peut toucher. Pourquoi? Parce que il y a aujourd'hui la possibilité de dématérialiser les procédures, de réformer donc les procédures et systématiser le contrôle dans la gestion même de ces procédures-là. Et aujourd'hui, le numérique nous donne toutes ces possibilités-là. Mais c'est sous-utilisé. Est-ce que Ibrahima Sène, la question de fond, Ousmane Sène, excusez-moi, Ibrahima Sène aujourd'hui, est-ce que la question de fond, Ousmane Sène aujourd'hui, c'est pas parce qu'on passe notre temps à dire oui, les Sénégalais c'est les gens les mieux formés, les Sénégalais c'est les gens qui ont pratiquement en Afrique les meilleures ressources humaines. Au fond, la question peut ne plus être vraie dans la pratique. Oui, mais au fond, la question peut être aussi une façon de ne pas travailler, de s'endormir. C'est l'oreille. Au moment où d'autres pays dans la sous-région, ou bien même en Afrique, progressent. Et que les populations ressentent justement la qualité de cette progression-là. Et que nous continuons à se battre dans les bas-fonds de la pauvreté. Il faut peut-être un choc, comme le choc qui a affecté les Rwandais et qui leur a permis d'être si particuliers en Afrique. Ou alors, il faudrait peut-être revoir une certaine culture. Il y a quelqu'un, je crois que c'est un corps de la paix, qui écrit par rapport à son expérience en Afrique, qui parle d'un village, et il l'appelle The Village of Waiting. La notion de... Je reviens sur ça. La notion de haral et la notion de... je ne sais pas, de cette fatalité. Quel que soit ce que tu fais, s'il n'y a pas une puissance extérieure plus forte qui détermine, tu ne pourras arriver à rien. Cette résignation. Si peut-être la résignation n'était plus nécessairement une des qualités des Sénégalais, et qu'ils se disent que tout instant est un défi, il faudrait que je puisse quand même essayer de régler ce défi-là. À partir de ce moment, peut-être qu'on serait un peu comme les Sud-Coréens dont vous parlez. Encore que les Sud-Coréens, au-delà de la culture, ils ont été fortement aidés, comme le Japon, par des choses qui ressemblent à des plans Marshall. Je rappelle que l'Afrique n'a jamais eu de plan Marshall malgré l'effet du colonialisme. Et je rappelle aussi que le colonialisme nous avait mis dans une situation où on avait un rapport étrange avec ce qui nous gouverne. Quand vous alliez chez un village de toute couleur ou de Peul, et que vous, l'administrateur colonial, vous mettez à recenser, le parent de Alassane Samba Diop, il ne vous dira pas que j'ai 100 vaches, il va cacher 50 ou 60 et vous dire j'ai ça. La nouvelle administration menée par les Sénégalais, est-ce que les gens n'ont pas toujours ce même regard? Puisque nous, on ne respecte pas la propriété publique à Alassane Samba Diop. Si vous filez à 150 à l'heure sur l'autoroute, s'il vous faut faire un accident, vous allez voir un obstacle qui est une infrastructure qui a été faite pour tout le monde et vous butez ça. Personne ne vous dit rien. Vous partez.
Le constat, quand il se fait, le gendarme ou le policier ne voit pas la propriété publique que vous avez détruite, il voit votre véhicule. Il y a un autre regard qu'on doit jeter sur nous-mêmes et sur notre pays. Je vous pose une question. Allez dans l'administration et essayez de régler un problème par l'Internet, en envoyant un message et en attendant qu'on vous réponde. Si on ne vous appelle pas par le téléphone, qui est une voix qui disparaît après, on ne vous répondra jamais. Voilà des choses. Et pourtant, l'ordinateur est là. Vous avez devant le patron l'ordinateur. Pourquoi il ne l'utilise pas? D'où la question de la formation des ressources humaines, justement. Oui, mais je dis, vous savez, on peut être une excellente ressource humaine sur le plan du savoir et des connaissances. Mais on peut être une mauvaise ressource humaine sur le plan du comportement. Et vous l'avez vu partout. Il y a des gens dont on vous dit, on vous donne les diplômes, on vous laisse les grandes écoles, mais quand vous le voyez se comporter ou travailler, vous vous dites, mais celui-là, il a été formé où? Donc, la capacité professionnelle ou les capacités professionnelles doivent aller avec une mentalité qui puisse être un peu plus proactive. Ne laissez pas les choses dormir ici. Vous le faites, il y a d'autres besoins qui s'accumulent et vous oubliez. Mais réglez ça tout de suite, tant que c'est réglable. Et pour ça, il faudrait que les procédures soient allégées pour qu'un problème qui se pose aujourd'hui puisse être réglé aujourd'hui. Mais si les lourdeurs sont telles que, pour que le régler, vous allez dire, attendez qu'il revienne demain, mais à part de ce moment, tout l'effort qui aura été fait sera compromis. Moi, je reviens à une chose. Il ne faut pas que les Sénégalais tous, quels qu'ils soient, dorment sur le laurier. Le miroir est devant vous chaque jour que je fais le matin, une fois que vous avez fait votre toilette et au moment d'aller à votre bureau. Mais posez-vous la question. Devant votre visage, posez-vous la question. N'attendez pas les autres. Alassane, vous n'avez pas attendu quand même un gouvernement pour créer ce que vous avez créé. Comment se fait-il que vous fassiez la différence? Quelle est la différence entre vous et les autres? Vous avez été aux mêmes écoles. Mais comment se fait-il que vous percevez les choses d'une certaine façon et que vous utilisiez, que vous soyez proactif et que vous utilisiez déjà le fast track avant qu'on en parle? Dites-moi. Oui. Oui. Monsieur Sow, est-ce qu'on peut parler de fast track dans un pays où pratiquement, quand vous vous levez à 5h du matin jusqu'à 8h30 du matin, il n'y a personne dans la circulation, c'est à partir de 8h qu'on sent les embouteillages. Quelque part, ce qui veut dire que ceux qui doivent être au bureau à l'heure ne sont pas à l'heure. Oui, moi je pense, Alassane, très, très honnêtement, qu'il est temps au Sénégal que l'on repense le travail. Qu'on regarde pourquoi nous travaillons. C'est-à-dire qu'il faut produire du sens sur l'action. Il vous interroge sur quelque chose de très intéressant. C'est comment se fait-il que vous, ici, vous arriviez à faire la différence comparativement à d'autres? C'est une question importante. Et la réponse à cette question-là porte également les germes de la réponse que je vais vous donner. C'est qu'il faut aller à l'essentiel. Moi, je crois fondamentalement que c'est la productivité qui doit primer sur la présence. Parce que on est dans une culture où l'apparence, faire semblant de travailler, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Absolument. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de plus prégnant que le travail lui-même. Quand on travaille, on le sent. Le travail est une épreuve de sincérité. On change les choses en faisant des efforts, de véritables efforts, pas en faisant semblant de faire des efforts. Il ne s'agit pas de se réveiller à 5h ou à 4h du matin. Il s'agit, au bout de la journée, une fois de plus là, ce que les anglo-saxons disent, à la fin de la journée, que vous mettiez sur la table quelque chose qui change, qui produit du changement. N'est-ce pas? Et c'est cela l'efficacité. Est-ce qu'il y a les moyens, justement, de faire travailler ceux qui font semblant? Voilà. Et ça, oui, si, évidemment, les mécanismes de gestion, les mécanismes de contrôle et les mécanismes de sanction opèrent. Puisque les êtres humains, et c'est une règle, sont raisonnables quand ils sont touchés à des points sensibles. Il peut s'agir de leur bourse. La poche. La poche. Il peut s'agir également de leur image. Il y a un certain nombre d'outils pour, évidemment, produire des comportements qui sont conformes. Et il faut cesser de penser que les gens deviennent disciplinés de façon éthique.
Non, ça ne marche pas comme ça. La réalité, c'est que les gens deviennent responsables quand ils savent que de leur action découlent des conséquences qui vont les affecter. Positivement ou négativement. Positivement ou négativement. Il faut pas être dupe de cela. Et donc, créer les conditions de management qui intègrent ces règles-là. Ces règles sont éprouvées dans beaucoup d'espaces socio-culturels. Et rien n'empêcherait que dans nos pays, qu'on mette en avant cela. Mais moi, j'aimerais insister sur un élément. C'est la nécessité de développer le télétravail et de développer une culture de performance, d'avoir des contrats de performance au niveau des échelons les plus élémentaires et sanctionner et donc rémunérer les gens à partir de leur productivité. Et je pense que c'est un des outils majeurs qui pourrait faire que les gens, au-delà d'être présents à l'heure et de faire semblant de faire leur travail dans leur bureau, fassent véritablement leur travail. Je pense que c'est là qu'il faut agir. Maintenant, est-ce que notre administration a les moyens d'agir là? Pour moi, ce n'est pas la bonne question. Est-ce que notre administration a la volonté de faire ce changement-là? Ibrahima Sène, le président Ousmane Sène. Je viendrai plus. Ousmane Sène. C'est Ibrahima Sène qui me traumatise. Non, mais je sais, c'est un ami. Oui, ça fait des années qu'on... Oui, je disais aujourd'hui, le deuxième point, ça nous permet d'aller au deuxième point de notre débat, c'est la suppression du poste de Premier ministre. Le président donne comme argument pour aller encore plus vite, faire des fast track. Et ensuite, beaucoup aujourd'hui estiment que la suppression du poste de Premier ministre entraîne au moins la modification de plus de 22 articles de la Constitution. Il n'y a pas de débat par rapport à cette question-là. L'opposition aujourd'hui dit que voilà, le président appelant au débat, à anticiper sur les réformes, il n'y a plus raison de faire un débat. Est-ce qu'un pays qui est bâti sur le consensus et qui est géré souvent au centre, les Sénégalais sont, la plupart d'entre eux, c'est des centristes, est-ce que cette façon de faire augure aujourd'hui une bonne administration? Oui, il y a une question préalable que je pose, c'est-à-dire que la nécessité ou non d'avoir un premier ministre, parce que dans le système parlementaire, mais vraiment parlementaire, c'est un premier ministre qui est là. Mais dans le système que nous avons, le premier ministre, est-ce que c'est un poste qui relève de la volonté du président de la République ou pas? Je n'ai pas donné de réponse, je pose une question. L'autre problème, c'est que au fond, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à cette initiative et je me rends compte que désormais, un président sénégalais qui va à son deuxième mandat, au milieu du mandat ou quelques années avant, 1 an, il devient ce que les Américains appellent un lame duck, c'est-à-dire un canard boiteux. Le canard boiteux américain, c'est quoi? C'est le président américain qui, après un premier mandat de 4 ans, entre dans un deuxième mandat de 4 ans, mais au milieu, il se rend compte qu'il ne peut plus rien faire. Est-ce qu'on peut pas Est-ce qu'on peut pas de canard boiteux au Sénégal, où le président du Sénégal a plus de pouvoir que le président américain? Oui, mais attendez. Non, c'est lui attendez. qui nomme aux fonctions civiles et militaires, et que compte tenu du fait que ce pays-là, les politiciens, c'est un métier, oui, le président peut prendre jusqu'à la dernière minute. C'est différent. Faites l'hypothèse que pour les prochaines élections locales et que pour les élections législatives locales qui viennent, que le président n'ait pas la majorité. Il va cohabiter. Mais justement, ce que je vous dis, la cohabitation transforme le président en lame duck, en canard boiteux. Il n'a plus cette possibilité d'envisager les initiatives qui sont à son agenda. Je ne légitime pas, je pose une question. Est-ce que c'est pas pour éviter ce genre de situation? Mais tu es là pour répondre des questions, pas pour les poser. Oui. C'est moi qui les pose. Non, mais les questions peuvent être aussi des réponses. C'est-à-dire que les questions sont de telle sorte que ça permet aux gens de réfléchir et de voir la logique de toutes ces décisions-là. Si effectivement, c'est l'appréhension, la peur de se trouver devant une situation où vous serez bloqué par le Parlement et où vous serez bloqué par d'autres facteurs, bon, que vous vouliez avoir des coups de franche, peut-être qu'à partir de ce moment, vous débarrassez de ce Premier ministre qui devra quand même aller devant le Parlement, est une possibilité. Je ne suis pas dans l'antre du pouvoir, mais j'imagine que cette psychose du lame duck
du canard boiteux a contribué peut-être à aller vers ces réformes. Maintenant, que ce soit des questions qui devraient être discutées avec l'opposition ou pas, ça, bon, je n'en sais rien. Mokhtar, Ousmane Sène parle de canard boiteux. Est-ce que le canard boiteux américain est opérationnel au Sénégal, compte tenu du fait que le président sénégalais, du point de vue de ses pouvoirs, est plus puissant que le président des États-Unis, qui est lui contrôlé par le Congrès, qui pourra faire ce qu'il veut? Moi, je pense que c'est des contextes sociopolitiques différents, très différents. Et je crois que le président de la République au Sénégal, au plan institutionnel, est un acteur politique majeur dans le jeu. Un monarque républicain. D'une certaine façon, c'est quelqu'un qui est quand même, qui a pour lui des pouvoirs très étendus, très importants. Et aujourd'hui, la perspective qui est dessinée à travers cette réforme qui est proposée par le président de la République, éliminant le Premier ministre, va dans le sens de renforcer le pouvoir du président de la République. Et dans un contexte d'exécutif bicéphale, où le Premier ministre, il faut le rappeler, assumait d'une certaine façon une responsabilité politique. Parce que la question, il faut l'étudier sous deux angles. Comment dirais-je, le premier point, c'est du point de vue managérial, quelle implication sur l'efficacité de l'action publique. Parce que le Premier ministre, évidemment, en tant qu'échelon intermédiaire entre le président de la République qui est au sommet de la hiérarchie et comment dirais-je, les ministères qui aujourd'hui assument la réalisation de l'action publique, il y avait cette sorte de courroie de transmission qu'était le Premier ministre. Mais, et donc, en éliminant cet outil institutionnel, qu'est le Premier ministre qui, d'une certaine façon, recevait la politique, la traduisait du point de vue, matérialiser cette politique-là à travers l'action gouvernementale qu'il coordonnait et dirigeait. Quand ce Premier ministre saute, je ne vois pas en quoi est-ce que cela va renforcer l'efficacité du gouvernement. Et je pense que l'une des conséquences majeures, c'est, comment dirais-je, d'une certaine façon, qu'au sommet, donc au niveau de la présidence de la République, qu'on se retrouve dans une sorte que la présidence de la République soit embouteillée dans ce sens qu'il va devoir à la fois gérer des questions qui relèvent de comment dirais-je, de ses prérogatives classiques, les questions régaliennes, et de l'autre côté, devoir également faire avec des questions qui sont presque domestiques, qui sont des questions que pouvait gérer un Premier ministre. D'un Thio Kassi à Djidaha. Voilà. Et je doute fort que cela produise de l'efficacité. Oui, dans un pays où il y a quand même une propension presque naturelle à tout ramener au président de la République. Le citoyen de Kédougou qui n'a pas de puits devant chez lui, au lieu de faire un puits, il va dire pourquoi nous appelons le président pour eux. Et donc, ça, c'est le premier niveau d'analyse. Le second niveau d'analyse, il est politique. C'est-à-dire qu'en termes de responsabilité politique, le Premier ministre, quand même, endossait un rôle. Et donc, les mécanismes... Le fusible. Ben oui. Et les mécanismes dans le régime politique sénégalais tel qu'il a vécu jusque-là, parce que moi je me méfie là une fois de plus des catégories que l'on présente en sciences politiques sur le régime présidentialiste, parlementariste et les régimes hybrides. Pour moi, on est souvent dans nos pays africains, au-delà de ce qui est déclaré dans des régimes sui generis, qui renvoie à quelque chose d'assez spécifique au plan institutionnel. Le Sénégal comment dirais-je, s'inscrit dans cette régime inqualifiable. Inqualifiable, dans cette perspective-là. Maintenant, mais cela va évidemment sourcer toute la recherche au niveau des facultés de sciences politiques dans nos pays. Ça va être intéressant dans les prochaines années. Mais au-delà de ça, il me semble essentiel que dans cette réforme-là, que les mécanismes qui étaient prévus par la Constitution et qui existent pour pouvoir contrôler l'exécutif, l'action gouvernementale, puissent survivre à cette réforme.
Maintenant, il faudra voir qu'est-ce qui va être proposé en échange. Des mécanismes classiques de sanctions de l'action gouvernementale au plan politique, pour pouvoir dire dans quelle mesure est-ce que l'initiative est une initiative essentiellement politique ou une initiative managériale. Donc, ce qui fonde l'action, c'est la recherche de l'efficacité ou alors le confort politique. Ouais. Alassane, je voudrais mettre sur la table une considération. Laquelle? Est-ce que les gens se rappellent quand on a eu une situation où le président du Sénégal se trouve devant minorisé? La seule fois où on a eu cette cohabitation institutionnelle, c'était l'épisode Mamadou Dia Senghor. Tous les autres épisodes, ce ne sont pas des cohabitations institutionnelles. C'est peut-être un premier ministre qui est là en train de lorgner le fauteuil de son président et le président a vite fait de le démettre. Je dis et je redis, ce président-là n'a que 5 ans devant lui. Au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin des 5 ans, qu'est-ce que les gens vont dire? Oui, mais de toute façon, il va partir. Un président dont on dit qu'il va partir 2 ans avant son départ est extrêmement faible. Que ce soit un lame duck, appelez-le comme ça, ou que vous l'appeliez autrement, la politique et cette constance est universelle partout. Qui d'Aïdem, il s'en va. À partir de la 3e année, vous n'avez plus la force que vous aviez avant. En plus de ça, vous courez aussi le risque, parce qu'il n'est pas dit que l'APR ou Benno Bokk Yakaar vont gagner les élections législatives qui vont venir. Non seulement vous avez le risque, vous avez le fait que tout le monde dit il part, se détourner et regarder peut-être les potentiels remplaçants, et aussi des élections législatives à l'issue desquelles vous n'êtes pas sûr d'être gagnant. À partir de ce moment, je dis, si vous voulez mener les réformes que vous devez mener, ou alors le programme que vous avez intérêt à être fort jusqu'au bout. C'est ce que je dis. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'argument qui a été avancé, comme quoi que si il laisse quelqu'un au poste de Premier ministre, les Sénégalais ou bien certains peuvent penser que c'est un dauphin, entre guillemets, désigné qui ne dit pas son nom, est-ce que quand on coupe cette tête-là, ça n'empêcherait pas d'autres têtes aussi de se mettre en branle aussi, même dans ton camp? Les gens sont aussi dans une situation où ils sont libres d'avoir des ambitions. Mais Alassane, soyons clairs, c'est-à-dire que il n'est pas envisageable que le président puisse être, comment dirais-je, que son pouvoir soit compromis, en l'occurrence par un premier ministre dans le contexte politique sénégalais. En tout cas, dans ce contexte ici, oui, je ne parle pas. Je vous en prie. Laissez-moi clarifier ce que je veux dire. C'est-à-dire que, de mon point de vue, c'est vrai qu'on a beau parler de Mamadou Dia Senghor, mais pour moi, c'est une question qui a été réglée. Il y a eu des mécanismes qui ont été construits justement en réponse à cette problématique-là. Mais je pense que le choix pour le président de recentrer le pouvoir au niveau de la présidence de la République est une option qui peut-être essaie de gérer, qui permet de gérer les risques que vous énoncez là, de perte de pouvoir à terme, mais et de façon progressive, mais il me semble que la conséquence que ce choix, que cette option-là pourrait être contre-productive. Laissez-moi vous expliquer cela. Allez-y. Le fait que le président Macky Sall aujourd'hui va éliminer le poste de Premier ministre, mais la fonction, les contenus qui étaient assumés par un Premier ministre vont être forcément récupérés par quelqu'un. Secrétaire d'État. C'est ça, un secrétaire général. Donc finalement, c'est le Premier ministre qui devient secrétaire général de la présidence qui va le gérer. Et pour moi, d'ailleurs, il y a confusion. Secrétaire, pour moi, j'ai un problème quand on met ensemble secrétaire général de la présidence de la République et secrétaire d'État en charge de la gestion du gouvernement. Pour moi, il y a, même s'ils disent que progressivement, il y aura dépérissement
de la seconde mission progressivement. Mais de mon point de vue, là où je voulais attirer votre attention, c'est la nécessité de considérer que nous sommes arrivés à une maturation de notre démocratie qui nécessite que les institutions restent fortes et que l'on ne mette pas en avant les intérêts politiques ou politiciennes, la réelle politique, qu'on privilégie pas la réelle politique comparativement à, évidemment, aux équilibres institutionnels nécessaires pour la bonne marche de notre démocratie. Et je pense que c'est la responsabilité des autorités publiques, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles ont été portées au pouvoir et quels que soient les défis auxquels elles sont confrontées sur le plan de la gestion des affaires publiques. Et c'est de leur responsabilité de préserver ces équilibres-là. Parce que c'est tombé dans le patrimoine politique du pays. Et de mon point de vue, c'est une question de responsabilité historique. On ne peut pas aliéner la bonne marche des institutions et les équilibres institutionnels à des intérêts qui sont tournés globalement vers de la gestion, politicienne. Encore que moi, je doute qu'il y ait des défis particulièrement importants, des risques importants dans le sens de cohabitation dans le contexte, politique du pays. Mais la question de fond dans tout ça, ces réformes-là, ces changements de Premier ministre, au fond, est-ce que ça change le quotidien des Sénégalais? Oui, non. Non, il faut répondre à ma question. Non, on devrait dire plutôt, est-ce qu'on peut espérer que ça va changer le quotidien des Sénégalais? Si dans ces initiatives, ce qui est cherché, c'est effectivement la mise en œuvre effective du fast track, répondre de manière plus diligente et plus efficiente et efficace aux besoins des populations, à partir de ce moment, on peut l'espérer. Mais pour le moment, on n'a encore rien vu. On attend que ça vienne. C'est-à-dire, le PS2 n'est pas encore mis en œuvre. Vous avez fait un lapsus là tout à l'heure là. En fait, il ne sera pas secrétaire d'État. Il sera ministre d'État. C'est pas la même chose. Secrétaire général. Non, secrétaire général, on peut même lui dire ministre d'État, secrétaire général. Ah oui. Ça veut dire ce que ça veut dire. Un ministre d'État a la possibilité de regarder et de s'intéresser à tous les dossiers de l'État. Mais est-ce que ça peut? Non, attendez. Un secrétaire général tout simple ne peut pas le faire. Sauf que vous soyez un secrétaire général comme Jean Collin ou comme Ousmane Tanor Dieng à l'époque. Oui, d'accord. Mais je voulais juste savoir, est-ce que ces changements peuvent apporter de l'eau à Fimela? Oui, je demande. Mais non, mais c'est la question qu'on doit se poser. Tout ce remue-ménage-là, on peut l'accepter tant que ça permet de mettre sur la table des résultats probants et des résultats le plus rapidement possible. C'est pour ça que moi j'allais dans cette réflexion en se disant qu'il ne me reste plus que 5 ans. Peut-être que dans la tête du président, c'est en 5 ans, comment je vais faire pour que le programme que j'ai mis en place soit appliqué et de la meilleure façon. Si c'est ça ses intentions, je dis qu'à partir de ce moment, c'est louable et on lui souhaite bon vent et bonne chance. Mais je ne crois même pas que ces mesures-là soient de nature à freiner les ardeurs des prétendants à la présidence. Mais par contre, non, il faut le dire, par contre, ça peut empêcher la roue de tourner. Parce que nous l'oublions pas, un certain président sénégalais s'est plaint ici du fait que ces chantiers ne sortaient pas de terre. Du fait que ces chantiers ne sortaient pas de terre à cause de la lenteur d'un certain premier ministre. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas gommé le poste de Premier ministre, mais il a été obligé de prendre quelqu'un d'autre pour voir enfin ces chantiers venir. Si le président veut se débarrasser de tout cela, et il a vécu ça lui-même, et pouvoir directement influer sur les choses, mais je dis, on lui souhaite bon vent et bonne chance. Mais Mokhtar, pendant ce temps-là, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, la violence revient. Les jeunes étudiants réclament leur bourse, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont attaqués au rectorat, jusqu'à ce qu'il y ait des difficultés là-bas énormes. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans la gouvernance du pays, ces questions fondamentales sont réglées? Mais c'est ça. Moi, je pense que nous sommes tous malheureusement conscients que ces défis-là dans l'éducation, dans la formation, pour l'accès à l'eau,
l'accès à l'électricité reste des défis majeurs sur lesquels il n'y a pas encore, quoi qu'on en dise, des progrès, les progrès attendus. Je doute fort qu'en 5 ans, l'on puisse... il me semble essentiel de ramener les choses à des proportions beaucoup plus raisonnables. Il me semble que c'est la part d'un gouvernement que de régler les questions qui préoccupent les populations. Nos enfants doivent avoir une école de qualité. Normalement, c'est pour ça qu'ils ont été élus. Ils ont été élus pour cela. Les conditions dans lesquelles on est en train de travailler ne permettent pas encore que l'école au Sénégal soit une école de qualité. C'est un constat. La santé ne se porte pas tel qu'on nous la présente. Le secteur de la santé ne se porte pas comme on nous la présente. On compare, et ça c'est une logique de mesure, on compare ce qu'il y avait sous Wade à ce qu'on a fait, les pas qui sont faits, c'est important, c'est bien, mais on n'est pas encore à un niveau optimal. Le niveau optimal auquel on peut s'attendre. Et je pense qu'il est attendu de ce gouvernement-là de faire un véritable travail et de ne pas distraire le peuple. Et cette université-là, où il y a des violences entre étudiants, enseignants, où il y a des rapports qui sont de plus en plus heurtés. Oui, mais ça, c'est le symptomatique de quelque chose. Vous savez, l'université a toujours été une sorte de camp où se concentrait beaucoup de frustration. Et c'est un échantillon intéressant de ce que peut être le peuple sénégalais aujourd'hui et du manque d'espoir. Moi, je pense que nos autorités aujourd'hui sont rivées vers l'efficacité, mais il leur manque de parler au peuple, de leur parler un langage de sincérité, de leur parler un langage de vérité. Je pense que c'est une jeunesse inquiète qui s'exprime, mais elle a raison d'être inquiète. Parce qu'ils ne sont pas encore capables de lui dire « Écoutez, nous allons préserver ce qui est important pour vous. Nous allons tenter de construire avec vous un avenir sérieux. » Et jusque-là, il n'y a pas encore de solutions qui sont suffisamment bien avancées pour rassurer cette jeunesse-là. Et donc, ces frustrations, elles ne sont pas tant, liées à des retards sur des bourses, mais souvent, c'est l'expression d'angoisse beaucoup plus profonde sur un avenir possible pour cette jeunesse-là. Oui, je voudrais tout simplement ajouter à ça qu'ils ont raison peut-être d'être inquiets. Tout le monde est inquiet par rapport à l'avenir parce que les opportunités ne sont pas nombreuses, aussi nombreuses qu'on aurait souhaité. Mais jusqu'à ce qu'il y ait cette violence entre étudiants et enseignants, qu'il y ait ce manque de oui, mais on peut être inquiet, mais on n'a pas à porter la violence à un certain niveau. Je crois qu'il y a un minimum qu'il faut respecter. Je donne aux étudiants le droit de revendiquer et de revendiquer leur droit, mais je ne leur reconnais pas le droit d'entrer dans le bureau d'un recteur et d'y déverser le liquide de force sceptique. Ça, il faut le condamner. Je crois qu'il y a une dérive au niveau de nos institutions universitaires. Bon, mais on a la sociologie pour voir les justifications. La massification. Prenez l'université Cheikh Anta Diop. Une université qui a été faite pour au maximum avoir 25 000 étudiants. Si vous allez jusqu'à 60 000, vous avez une cohabitation, une population tellement nombreuse que ça crée la promiscuité. Et tout est possible dans ces conditions-là. Mais aussi, il faudrait qu'on rappelle quand même les étudiants à la raison. Il y a de ces dérives sur un campus qui dispose de franchises universitaires. Vous avez entendu le CS, même le CS s'est élevé contre ça, alors que d'habitude, les syndicats d'enseignants et les étudiants, d'habitude, avaient l'habitude de faire cause commune. Mais cette fois-ci, le CS s'est démarqué. Je crois qu'il faudrait aussi que quelque part, comme ils l'ont dit, je crois le délégué qui représente les étudiants a fait son mea culpa, et qu'à partir de ce mea culpa-là, qu'il s'arrête pour se dire on peut peut-être régler les choses sans arriver à une violence aussi excessive. Je crois que ça, c'est un conseil pour les étudiants. Voilà. Et encourager les autorités à faire plus d'efforts pour l'université. Le temps que vous avez imparti est malheureusement terminé. Merci à mes invités, Mokhtar Sow, chercheur spécialiste en évaluation de politique publique, et Ousmane Sen, directeur du WARC, Centre Ouest-Africain pour la recherche. À la technique, Aliou Diassé, aux caméras, Augustin Mandang et Pafal. Le son, c'est assuré par Aliou Diassé. Bon dimanche à tous.